Bienvenue au séminaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que toutes ces lignes et ces couleurs signifient? Interpréter les graphiques des données de cancer. Prochaine diapo. Commençons par discuter toutes les règles de fonctionnement. Nous avons posté un lien à un site et vous pourrez trouver un enregistrement de cette vidéo la semaine prochaine. Tous les participants ont reçu des mails sur les instructions comment accéder à l'audio d'interprétation, accéder à la page du webinaire et cliquer sur interprétation en direct. Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît, utilisez le chat pour contacter l'assistance. Nous n'avons pas fait avec plusieurs langues auparavant, donc efforcez-vous, s'il vous plaît, lorsque vous postez, vous affichez des questions, de les afficher en anglais. Nous aurons une séance de questions-réponses après le séminaire. Vous pouvez placer vos questions dans la section questions-réponses. Vous pouvez les afficher durant le séminaire. Vous pouvez utiliser le chat pour les discussions si vous le souhaitez. Maintenant, je vais vous présenter notre présentateur. Dr. Amy Moore est vice-présidente de Longevity. Elle a un doctorat de University School of Medicine. Également, elle est associée à Vanderbilt et elle travaille dans l'État de la Géorgie. Elle travaille étroitement avec les groupes de défense. Nous vous souhaitons la bienvenue, Amy. Merci, Janet. C'est un privilège d'être présente ici avec vous. Merci à ISLC pour cette opportunité de me joindre à la séance. J'espère que cela sera informationnel pour tout le monde. Alors, nous avons plusieurs objectifs pour l'interprétation des graphiques sur le cancer. Dans ce séminaire, d'abord ce webinaire, nous voulons d'abord identifier les différents types de graphiques de données qui sont utilisés de manière générale pour résumer les résultats des essais cliniques de cancer. Nous voulons comprendre, n'est-ce pas, la terminologie et les données importantes et enfin améliorer notre capacité de communiquer les essais cliniques, les résultats. Alors nous allons vous donner une orientation de base sur l'anatomie d'un essai de 5 ans. Alors une fois que les essais commencent, il y a une période de départ de 6 mois, d'environ plusieurs mois en général. Nous devons déterminer l'éligibilité grâce à plusieurs critères. Et durant cette période d'accumulation des données, certains patients peuvent s'inscrire au début, d'autres patients peuvent s'inscrire plus près de la fin de cette période. Donc, nous avons des informations par rapport à quand les patients s'inscrivent aux essais. Et puis, nous cherchons bien sûr à obtenir ce que nous appelons une signification, une importance statistique. Quand la période d'accumulation des données se termine, eh bien, la période d'analyse des données commence, qui durera également plusieurs mois. Donc, voici l'anatomie de base d'un essai clinique. Comme je l'ai mentionné, les patients peuvent s'inscrire durant cette période ouverte d'accumulation des données. Nous voyons ici, par exemple, 3 différents types de patients, LSM, qui se sont tous inscrits à des points différents.
Une autre chose à savoir, c'est que vous voyez des cercles qui sont fermés et d'autres qui sont ouverts. Patient S a un cercle fermé. Les deux autres indiquent qu'ils ont été censurés. À un moment donné, ils ont perdu la bonne manière de fournir les données, alors que patient S, lui, est resté jusqu'au bout. La ligne suivante, s'il vous plaît, la diapo suivante. Ceci vous montre un schéma typique. Comme je l'ai mentionné il y a un moment, les patients accèdent à l'essai grâce à des critères d'éligibilité. Peut-être c'est le stade de la maladie pour eux, peut-être le type de traitement, immunothérapie, chimio, etc. Peut-être aussi leur état de performance. Toutes ces choses sont prises en compte. Une fois que les critères d'éligibilité sont acceptés, eh bien, à ce moment-là, il y aura des questions posées à différents stades de l'étude. Ici, nous avons deux groupes déterminés par leurs différents niveaux de PDL1, PDL1. Alors, nous avons des essais phase 1, des essais phase 2, et dans ce cas, les patients à ce moment-là sont déterminés de façon aléatoire. Donc, voici une orientation un petit peu sur comment les essais sont conçus. Avant de parler des schémas eux-mêmes, parlons de différents buts des essais cliniques. Il y a des résultats qui peuvent être mesurés objectivement et qui déterminent donc les patients. Donc, par exemple, nous avons l'état de survie global, le 4e dans cette liste. La bonne nouvelle dans l'espace cancer, c'est que les patients qui ont cette thérapie vivent bien plus longtemps. Donc, nous avons davantage de temps pour les contacter. Et nous voyons si, oui ou non, ils peuvent être approuvés. Donc, à ce point-là, nous cherchons des points autres, des points alternes pour voir comment prendre les décisions. Nous voyons également la survie qui est exempte de progression, ou comme dire en rémission. Le temps qui s'écoule entre le traitement et la fin d'une rémission, et donc la récidive, le retour de la maladie. Il y a également des patients dont les tumeurs se réduisent ou disparaissent après traitement. Pour les patients qui sont sous traitement, et nous soulignons dans cette période en particulier. Nous calculons également la douleur, le niveau de douleur lié à la condition des patients, à l'état des patients. Ils doivent nous dire quelle est leur expérience et ce qu'ils ressentent et parler des différents problèmes. Nous sommes très intéressés à comprendre ces choses-là pour orienter nos efforts. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents types de graphiques. Nous allons parler de la courbe de survie ou bien la courbe de Kaplan-Meier. Nous allons parler des graphiques en forêt, des graphiques en barre horizontale et des graphiques en cascade, également des graphiques radar ou diagramme de Kvyat. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Maintenant, il y a des astuces différentes concernant les graphiques. Avant que nous ne possédions le GPS, nous avions besoin de nous orienter. Qu'est-ce que la carte nous montre? Alors, quel est le titre? Quel est le type d'étude? Quelle est la conclusion? Regardez vos titres d'axe pour essayer de vous orienter, à savoir où êtes-vous lorsque vous regardez ce graphique. Axe X et Y. L'axe Y est vertical et X est horizontal. Bien sûr, ces titres varient d'un graphique à un autre. Enfin, vous devez consulter la légende. C'est un outil qui est souvent fourni, qui va vous dire ce que différentes couleurs ou formes ou variables signifient. Et cela va vous aider à vous orienter et à comprendre ce que vous regardez. Diapo suivante. Nous allons donc commencer avec une orientation de base sur la courbe de survie ou qu'on appelle également la courbe de Kaplan-Meier. Maintenant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'une des premières choses que vous voulez faire, c'est vous orienter. Où est votre axe Y, votre axe X? Ici, vous voyez survie en pourcentage. Au bas, vous pouvez voir le temps écoulé en mois, en années, etc. Vous voyez également le nombre de participants à risque, ceux qui restent dans l'essai. Vous pouvez voir que, au fil du temps, ce chiffre diminue. Peut-être que les patients, quelquefois, se retirent de l'essai, donc ces chiffres changent. Ici, nous avons deux courbes, une verte et une violette. Vous pouvez voir que les deux courbes s'abaissent. En base, nous comparons deux interventions. La question qui est posée lors de l'essai clinique, est-ce que vous recevez un bénéfice? Est-ce que le traitement de base apporte un avantage? Pour déterminer la survie médiane, nous avons donc une marque à 50%. Nous avons une ligne en pointillé où nous pouvons voir les intersections de chaque courbe. Et donc, nous pouvons à ce moment-là regarder notre axe X qui nous montre le temps écoulé. Et lorsque nous avons donc une ligne en pointillé qui descend depuis l'intersection et nous voyons à peu près 9 mois et demi, presque 10 mois. Pour l'autre ligne, l'intersection est à 12 mois. Donc, combien de patients ont survécu, disons, environ 1 an? Donc là, vous voyez la ligne, la marque de 12 mois, et donc nous élevons à une ligne en pointillé à partir de là, et nous voyons où l'intersection se trouve. Cela nous donne le pourcentage des patients qui sont toujours vivants. Nous voyons par exemple ici, pour la courbe violette, le taux de survie est d'environ 34%. Pour la ligne verte, nous voyons environ 69% de patients qui sont toujours vivants. Vous voyez, les cercles ouverts montrent qu'il y a eu certains patients qui ont été censurés. Donc, un patient, encore une fois, les données ne nous disent pas pourquoi le patient a été censuré, mais quoi qu'il en soit. Une autre chose à savoir, c'est que en bas de la courbe violette, vous voyez une longue ligne droite. À ce point-là, donc, les patients semblent atteindre un plateau. Donc, c'est quelque chose qui peut être informatif pour vous. Une autre chose que je veux vous montrer,
c'est qu'il y a une bonne séparation entre les deux courbes. C'est une bonne chose. Cela suggère qu'un traitement apparaît vraiment meilleur que l'autre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, il y a beaucoup d'informations qui peuvent nous aider à comprendre ce que vous regardez ici. Nous regardons à nos deux axes et les titres. À la différence de la diapo précédente, ici, nous regardons la survie de patients qui sont donc exempts de maladie. Alors, nous avons des patients, plus de 1% de PDR1. Nous voyons les nombres de risques qui commencent et qui tout doucement s'abaissent au fil du temps. Alors, quelle est donc la progression moyenne ici? Donc, nous voyons une ligne à 50% sur l'axe Y. Et ensuite, nous voyons où la courbe s'intersecte. Donc là, il s'agit de la ligne bleue, la courbe bleue. Et nous voyons que la survie est d'environ 3 mois et demi. Pardon, 5 mois et demi. Et sur l'autre courbe, nous voyons environ 7 mois. Il y a une bonne séparation des courbes ici encore qui suggérerait qu'il y a une différence entre les deux traitements et que l'un peut être avantageux par rapport à l'autre. Diapo suivante. Ici, nous regardons une courbe, encore une fois, temps de progression en pourcentage et le temps en mois. Nous avons deux courbes. Vous voyez la ligne bleue et le traitement standard et la ligne rouge et donc le traitement Pembro. Donc ici, nous faisons l'essai clinique pour savoir y a-t-il un avantage d'un traitement par rapport à l'autre. D'abord, vous voyez clairement que les courbes coïncident presque. Il n'y a pas cette séparation claire que nous avons vue dans les graphiques précédents. Ici, cela suggère que le traitement n'est pas particulièrement meilleur que les traitements classiques. En base, un traitement n'est pas nécessairement donc meilleur que l'autre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, voici ici votre en quelque sorte, aide-mémoire. Lisez le titre. Regardez l'espace entre les lignes, entre les courbes. Vérifiez l'axe pour voir si la survie est ce qui est présenté et utilisez enfin la méthode qui vous fait qu'on trace ces lignes en pointillés pour estimer la survie médiane. Vous tirez une ligne donc à partir de l'axe Y et ensuite vous tirez en bas vers l'axe X. Alors, ici il s'agit donc du graphique en forêt. Nous disions quelquefois que nous ne pouvons pas avoir la forêt à cause des arbres. Ici, ce type de graphique compare la survie pour deux traitements par sous-groupe. Peut-être à cause de leurs marqueurs biologiques, peut-être leur situation géographique, etc. Il y a toutes sortes de facteurs qui déterminent la réponse à la réaction à un traitement. Avant de parler de la diapo, je veux parler du concept de taux de risque. C'est une mesure de l'effet d'une intervention sur un résultat particulier au fil du temps. Donc là, nous regardons
combinaison de deux traitements au fil du temps. Alors, sur le graphique, nous voyons il y a des catégories de sous-groupes définies par l'âge, par le genre, la région, l'état de performance. Et nous voyons deux colonnes ensuite, l'une pour une étude sur deux médicaments et ensuite la chimo. Comme je vous l'ai dit, le taux de risque est vraiment important ici. Est-ce qu'il est mesurable? Nous définissons un taux de risque de 1. Il n'y a pas de différence véritablement entre l'intervention nivolumab, etc., et le traitement chimo. Vous voyez cette ligne verticale à 1.0. Cela montrerait que la chimiothérapie serait meilleure que le traitement nivolumab et ipilimumab. Il y a une ligne qui passe à travers chacun des points. Cela signifie que environ 95% des participants à l'essai tombent dans ce point. La majorité des patients ont un résultat similaire. Lorsque vous voyez, par exemple, la petite ligne à travers le point est courte, lorsqu'elle est longue, cela signifie d'un point de vue statistique que peut-être nous avons moins de confiance à ce niveau-là. Peut-être il y a d'autres questions qui touchent ces patients et qui affectent les résultats. Donc, voici votre orientation de base. Nous voyons un tas de chiffres dans la colonne d'extrême droite. Nous n'avons pas nécessairement le temps, n'est-ce pas, de commencer cette explication aujourd'hui, mais ce sont des valeurs clés. Peut-être que dans un webinaire plus tard, nous parlerons des statistiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, voici votre aide-mémoire pour le graphique en forêt. Lisez le titre, regardez si les points sont davantage à gauche ou à droite, vérifiez les sous-groupes pour voir ce qu'ils sont et regardez quels sous-groupes ont des points qui sont peut-être marginaux, donc qui sont peut-être aberrants. Encore une fois, nous avons vu quels sont les sous-groupes par âge, par genre, etc. Et voyez quels points pourraient être aberrants, ceux qui ont de longues lignes qui passent à travers le point. Et quelque chose dont vous devez être conscient, c'est lorsqu'il y a davantage de sous-groupes, les chiffres deviennent plus petits et cela augmente bien sûr votre risque essayez d'éviter de tirer des conclusions en comparant les sous-groupes les uns aux autres. Maintenant, nous allons donc changer le sujet. Alors, j'ai parlé de Kaplan-Meier, des graphiques, j'ai parlé de graphiques en forêt. Maintenant, nous allons vous montrer un exemple réel. Sur la base de ces deux graphiques, alors quels sont les avantages? Il y a toujours un caveat. Et il s'agit donc des événements indésirables. Quelle en est donc l'importance? Est-ce qu'ils sont graves? Environ 10% des patients traités ici, sur la première ligne, ont eu soit de la chimio, soit du nivolumab, soit du
nivolumab et ipilimumab. La ligne suivante, nous voyons la combinaison. Ce que nous voyons, le nombre des patients, nous voyons un pourcentage entre parenthèses. Sur le nombre de patients, nous voyons que davantage de patients ont eu des événements graves qu'avec la chimio, par rapport à la chimio. Et nous voyons aussi qu'il y a eu des événements suffisamment graves qu'ils n'ont pas pu poursuivre les essais cliniques. Alors, il faut que vous teniez compte de tous ces différents événements pour tirer vos conclusions, à savoir ce qui est effectif, ce qui fonctionne. Diapo suivante. Avant de continuer, nous allons définir les critères RECIST. For solid tumors over time. So, encore une fois, on a la réponse complète et les lésions cibles peuvent se suivre. Pas forcément toutes les lésions, mais la plupart des lésions peuvent disparaître en réponse complète. Parfois, nous avons une réponse partielle, une diminution d'au moins 30% de la somme DDL des lésions cibles. La taille des lésions, elles peuvent se réduire à 30%. Parfois, stabilité de la maladie. Les lésions cibles changent de taille entre une augmentation de 20% et une diminution de 30%. Alors, finalement, maladie progressive, augmentation d'au moins 20% d'une lésion cible ou apparition d'une nouvelle lésion. Avec cette orientation, nous pouvons voir encore d'autres graphiques. Là, nous avons la graphique cascade. Le meilleur changement dans la taille d'une tumeur pour des participants individuels. Voilà. Les données peuvent être jolies. Les participants individuels, comme je vous ai dit avant, nous devons vous donner beaucoup d'informations pour vous orienter et pour vous aider. Nous avons l'axe X à gauche et l'axe Y. 100% d'augmentation, 100% de réduction. Encore une fois, nous avons des lignes horizontales, plus 20%, moins 30%, critères résistance. Nous avons catégorisé par taille de tumeur les barres rouges. Nous avons maladie progressive, plus de 20% d'augmentation en bleu, entre l'un et l'autre, entre 20 et 30. Maladie stable. Ensuite, des barres noires, plus de 30% de réduction. Réponse partielle, finalement, en vert. Réponse totale, fantastique, succès total. Disparition de la lésion cible, de la tumeur cible. Prochain. Cascade, graphique cascade. Le meilleur changement en taille de la tumeur pour des participants individuels. La graphique, c'est votre ami parce que ça vous aide à interpréter tout ce qui se passe. Maximum pourcentage de changement en taille de la lésion de 56. Réponse sujet évaluable, 100%. Augmentation jusqu'à 100% de réduction. Nous voyons des lignes, plus 20, moins 30 pour les critères. Ensuite, en bas, vous voyez ce que toutes ces couleurs veulent dire. Orange, 1, bleu, ça veut dire positif.
Et jaune, ça veut dire antérieur, précédent, traitement TKI. À gauche, vous avez des mutations. Au milieu, TRK, TRK. Ensuite, vous avez la légende qui vous montre des étoiles, ce que montrent les étoiles, des symboles de trac, positif par un poisson, fiche, un NGS négatif. La moitié sont progressivement malades, maladie progressive. Les autres ont maladie stable entre 20 et 30% de réduction. La plupart ont maladie stable entre ces deux lignes. Et vous avez une réponse partielle. Réponse partielle. Si vous allez à la première catégorie, vous voyez combien de lignes vont montent et combien de lignes descendent. Encore une fois, vous voyez une qui a une maladie progressive, les autres qui sont stables et des réponses partielles qui sont favorables. Les essais cliniques peuvent également décider de continuer à phase 1, à phase 2 des essais. Dans ce cas-là, les patients qui doivent sortir de l'hôpital n'ont pas été inclus dans la deuxième phase de l'essai. C'est important de recueillir les données tout de suite quand les patients arrivent à commencer les essais. Alors, graphique cascade. Regardez combien de lignes se situent au-dessus, au milieu et au-dessous des lignes. Recherchez les CR. Et lisez la légende pour comprendre le code de couleurs et les symboles. Lisez la légende, comme je viens de dire, et vous allez être bien sur la route pour interpréter le graphique. Prochain slide. Graphique du nageur. Duration et type de réponse pour les participants individuels. Type de réponse, réponse partielle. Maladie stable, maladie progressive, pas évaluable. La duration du traitement, il y a pas mal de couleurs, de symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? Trouvez la légende, ça va vous aider. Alors, nous voyons en rouge, ça vous dit tout ce que ça veut dire. Bleu, réponse partielle. Mauve, stable. Jaune, c'est progressif. Et encore, nous avons des réponses supplémentaires. Ça nous montre que les chercheurs peuvent trouver une réponse, une première réponse partielle, que la progression de la maladie. Et nous voyons encore la première réponse partielle, à peu près 1 mois et demi, plus ou moins. Tous 1 mois et demi de réponse. Temps de réponse. Nous allons essayer de faire cela. Il y a un effet plus ou moins en même temps. And then for those on with the arrows at the end, they're still on the study. Now, une ou deux choses. Nous voyons des lignes qui sont longues et des lignes qui sont courtes. Comme je vous ai dit, les patients arrivent à l'essai clinique à différents moments.
Il y en a qui arrivent au tout début de l'essai clinique, d'autres qui arrivent plus tard. Et donc, il y a différentes quantités de données sur ces différents patients. Dans le cas des barres roses et grises, c'est que les données n'étaient pas disponibles. Autrement dit, leurs données ne sont pas vraiment évaluables. Il s'agit donc d'une orientation de base, n'est-ce pas? Diapo suivante. Alors ici, l'aide-mémoire sur le graphique à barre horizontale. Quelle est la longueur des barres? Lisez à nouveau la légende également. Les couleurs nous aident à savoir qui a la réaction, par exemple, etc. Vous voyez les symboles. Encore un type de graphique, un autre type. Il s'agit du graphique araignée. Je ne les aime pas tellement. Il s'agit de graphique radar ou du diagramme de Kvyat. Je suis désolée de vous dire, c'est vraiment pas mon graphique préféré. Nous avons une expression qui dit qu'il s'agit vraiment d'un désordre remarquable. Oui, il y a des points qui s'en vont dans tous les sens. Ce que cela vous montre, ce sont les changements dans la tumeur des participants à mesure. Et encore une fois, nous regardons les axes, les titres. À gauche, nous voyons changement dans les lésions ciblées en diamètre par rapport à la ligne de base. Nous voyons les différentes couleurs, ce qu'elles signifient, réponse complète, réponse partielle. Nous avons également ce qui indique également les lésions qui apparaissent la première fois, des patients qui sont sans traitement, etc. Et en bas, nous avons le temps écoulé depuis le début du traitement. Alors, combien de ces lignes montent et combien descendent? Combien monte, qui signifie que les lésions augmentent, combien s'abaisse, donc les lésions diminuent et il montre une réaction complète. Alors, encore une fois, je vous montre la ligne, les deux lignes pointillées qui vous montrent les critères. Est-ce que les lésions restent stables? Est-ce que les lésions augmentent ou est-ce qu'elles disparaissent? Je vous ai dit que les points rouges montrent la première apparence, donc apparition d'une nouvelle lésion. Dans certains cas, vous voyez également les lignes bleues montrent les patients qui sont retirés du traitement, qui n'ont plus de traitement. Et vous voyez la différence? Nous voyons, par exemple, la stabilisation, etc. Et donc, cette légende est notre amie, vraiment, pour voir les couleurs. Ici, voyons, regardez pour voir combien de lignes tombent dans le domaine qui est supérieur. En haut, elles montent. Celles qui sont dans le milieu et celles qui sont en dessous des lignes horizontales en pointillés. Lisez la légende, comprenez le codage et les symboles, les couleurs, etc. Je pense que c'est tout pour ce diagramme de Kvyat. Alors, je peux vous dire de comprendre toutes les étoiles, les symboles, les couleurs, savoir ce qu'elles signifient. Donc voilà, merci Ami pour cette excellente présentation. Je voulais vous dire que cela a été développé par le programme des STARS, IASLC, a été développé avec les organisations, avec l'assistance
d'associations de défense et donc pour le cancer. Vous pouvez apprendre davantage sur STARS en cliquant sur le lien qui figure dans le chat, la boîte de chat. Je pense que ce webinaire a été fourni par les sponsors suivants: Amgen, Bristol Myers Squibb, Genentech et Lilly Oncology. Et maintenant, nous allons ouvrir les questions-réponses. Je vois plusieurs questions en bas de mon écran. Alors, pour trouver les questions, nous allons utiliser... je vais d'abord parler avec Amy pour vous dire certaines de ces diapos sont très intimidantes. Je me rappelle quand j'ai été dans ma première conférence sur l'oncologie, vous savez, j'ai fait des études scientifiques, mais pas spécialisées en cancer. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous avez vu ces diapos et ces graphiques? Le caveat, c'est bien sûr la science ici. Je pense que la comparaison, c'est que je suis assez âgée pour avoir vécu avant l'arrivée du GPS. J'ai donc appris à lire une carte, où est le nord, l'est, l'ouest, le sud, etc. Donc, ça n'est pas si différent. Au niveau de l'orientation, nous apprenons à lire une carte. Je me rappelle une fois, maman m'avait emmené dans un camp et nous avions une carte et il y avait un point qui était un peu effacé et cela nous a provoqué des problèmes et tout. Voilà. Lisez vos cartes proprement. Trouvez vos points de référence, les titres des axes, etc. Parce que j'ai étudié la science. Nous avions des cours particuliers qui duraient sur tout un trimestre et qui nous apprenaient à lire les graphiques et choses comme ça. Donnez-vous un petit peu de miséricorde ici. Vous n'allez pas savoir ces choses du jour au lendemain. Mais nous avons des GPS pour les cartes maintenant, mais nous avons également des manières de trouver notre chemin, comme par exemple STARS, qui sont très qualifiés pour vous aider à naviguer à travers tous ces éléments. Il y a des leçons à travers lesquelles vous pouvez apprendre davantage. Nous considérons ces leçons, nous regardons les statistiques, les études, etc. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre au fil du temps. Un webinaire de 30 minutes ne va pas vous procurer toutes les connaissances. Parlez à ceux de vos collègues et amis qui ont déjà fait ce genre de choses et ont des connaissances plus avancées. Je peux vous rassurer, vous dire, les choses deviennent de plus en plus faciles à mesure que vous progressez. Vous êtes peut-être notre dans la science des fusées, etc. Mais ce qui m'a vraiment aidé quand j'ai commencé à regarder ces graphiques, c'est que j'avais un autre défenseur qui était après de moi et qui m'a pointé un petit peu les choses, qui m'a montré ce que j'avais besoin de savoir. La première fois que vous voyez ces graphiques dans une conférence, ils apparaissent sur l'écran pendant 5 secondes et ensuite ils passent à la prochaine diapo. Donc, c'est bon d'aller questionner les gens après la conférence et de dire, bon, alors sur ces chartes, sur ces graphiques, qu'est-ce que je dois remarquer? Qu'est-ce que la séparation des lignes signifie? Et donc, la prochaine fois que j'ai vu ces choses, j'ai commencé à reconnaître ces choses. Ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est quelqu'un qui m'a finalement montré comment calculer la médiane de survie. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que personne ne m'a montré cela auparavant? Et donc, j'espère que ce que nous discutons aujourd'hui va vous aider. Pour les stars, je veux dire, j'avais de jeunes enfants. Nous avions des gens qui étaient très aptes à naviguer, interpréter les données, etc. Trouvez ces gens-là
qu'ils puissent vous assister. Les choses commenceront tout doucement, le brouillard va s'effacer et vous commencerez à trouver le sens des choses. Donc, soyez patients. Alors, nous avons plusieurs questions. Si vous vouliez bien remettre la diapo 11. Beaucoup de questions sur la censure et le nombre à risque en bas de ces diapos. Je pense qu'il serait utile de mentionner pourquoi est-ce qu'on censure des gens et pourquoi est-ce qu'ils abandonnent les essais. Qu'est-ce que tout cela ça signifie? Comment cela affecte-t-il les données? Et si vous regardez ici en bas, vous voyez le nombre, les chiffres qui sont à risque. Donc les patients qui font partie de l'étude, ce chiffre, bien sûr, diminue au fil du temps. Malheureusement, il y a des gens qui meurent, donc qui sont retirés forcément de l'essai. Il y a des gens qui se retirent dans le cas de la censure et il pourrait y avoir plusieurs raisons. Lorsque vous essayez d'obtenir l'approbation d'un produit pharmaceutique pour une population, vous savez, quelquefois, il y a des gens qui abandonnent pour des raisons qui sont sans lien avec l'essai. Ici, quand nous voyons, voyons ces petites marques, comme sur la ligne violette ici, la ligne mauve, il y a des patients qui meurent ou des patients qui peut-être abandonnent l'essai clinique. En bas, ça dit que le chiffre à risque est 0, mais on voit qu'il y a toujours 20% des patients qui sont vivants. C'est parce que lorsque les patients abandonnent, se retirent d'un essai clinique, parce que peut-être que les effets secondaires sont trop graves, etc. Si leurs données sont incluses, ça devient un problème. Donc, ils ne font pas partie de ce chiffre de numéro de risque. Clarifions également ce que le critère de RESIST est. Fondamentalement, nous suivons certaines lésions qui sont donc ciblées et les patients qui ont une réponse à cela, qui répondent aux médicaments, et les patients qui peut-être ont des tumeurs qui n'ont pas de réaction. Il s'agit ici de normes utilisées à travers le monde entier concernant les tumeurs solides. Donc, il y a des normes pour les mesures. Si vous avez 20 tumeurs, c'est trop pour essayer de tracer, de suivre. Donc, ça n'est pas toujours normalisé dans ce sens-là parce que les tumeurs ne sont pas toujours exactement les mêmes et ne réagissent pas toujours de la même façon. Une autre question est venue concernant l'évaluation des patients. Vous pouvez passer à la diapo 19, s'il vous plaît. Est-ce que cela signifie que certains patients sont exclus du graphique? Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ouais. Non, ce n'est pas celle qui parle de l'exclusion des patients. Nous parlons peut-être du graphique à barre horizontale? Non, je suis désolée. Au début, quand nous montrions les lignes qui indiquaient donc la progression de temps, les patients qui arrivent dans une étude, ils peuvent entrer, ils peuvent s'inscrire à l'étude à n'importe quel moment. Donc, cela signifie que certains patients arrivent dès l'ouverture de l'étude et d'autres ne s'inscrivent pas jusqu'à peut-être même la fin de la période d'inscription. Et donc, cela explique certaines différences. Dans certains cas, nous n'avons même pas suffisamment de données
par rapport au moment où ils sont inscrits à l'essai pour que vraiment les données soient valables les concernant. Donc nous avons différentes quantités de données de façon sérielle. Nous allons pouvoir collecter différentes quantités de données. Ah, montrons. Voilà. Alors, ici, en bas, ceux qui ne sont ni bleus ni violets. Ils se sont tous produits avant 2 mois. Pourquoi? Oui, la marque des 2 mois est importante pour la décision, à savoir est-ce que quelque chose fonctionne ou non, est-ce qu'on continue d'étudier cela? Et donc, on prend des décisions, à savoir est-ce qu'on voit des signaux, mais si nous n'avons même pas 2 mois de données sur certains patients, nous ne pouvons pas les évaluer. Donc, c'est ce qui explique ici. Ici, par exemple, les premiers scans sont apparus à 2 mois. Donc, ceux qui ont abandonné auparavant n'ont même pas eu ce premier scan. Donc, les données ne sont pas valables. Il y a encore une question sur la censure des patients. Si un patient meurt de la maladie par rapport à d'autres causes, est-ce que ceux qui meurent pour d'autres causes, est-ce qu'ils sont censurés également? Je pense que la réponse à cela, c'est non. Sur chaque graphique, les patients qui meurent pour n'importe quelle raison sont montrés. Alors, passons au graphique araignée, au graphique radar. Celui qui a l'air vraiment d'une boule de ligne complètement emmêlée, on dirait une boule de laine. Alors, on demande qu'est-ce que les cercles signifient. Et si vous regardez en haut à droite, il y a une légende. Les couleurs des cercles signifient d'autres choses. Pour moi, la valeur de ce type de graphique, c'est que vous pouvez voir ce qui se produit avec une personne, avec un individu en particulier. Vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui sont stables et cela, ça n'apparaît sur aucun des autres graphiques. Donc, cela vous donne peut-être un point de vue un peu différent. Vous avez une perspective différente. Vous avez l'agrégation de tous le cumul de toutes ces différentes informations. Encore une fois, l'information concernant, par exemple, les effets secondaires indésirables et la courbe de survie. Nous avons peut-être ici une combinaison. C'était excellent. Les patients survivaient mieux, ils avaient une meilleure réaction. Et ensuite, quand nous considérons les effets secondaires indésirables, il y avait des patients qui avaient des effets secondaires très graves. Et tout cela ensemble est important. Une autre question concernant les graphiques radar. Cela ne vous montre pas nécessairement quand le traitement pharmaceutique a cessé. Alors qu'ici, ces petits losanges rouges là vous montrent l'apparition donc d'une nouvelle lésion. Et ensuite, vous montre la progression qui peut être utilisée avec les rayons X, etc. Vous voyez la progression du patient par rapport à cela. Donc, voyons, les gens posaient des questions sur la marge d'erreur sur ces graphiques. Comment savez-vous si ces graphiques sont fiables? À l'évidence, différents graphiques vont vous montrer différentes choses. Parlons par exemple des graphiques en forêt. Vous voyez ces lignes qui passent à travers les points. Nous préférons que les lignes soient courtes parce que cela montre que nous avons davantage
davantage de confiance dans la qualité des données collectées. Lorsque les lignes sont plus longues, il y a d'autres éléments qui interviennent, qui rendent les données un peu moins fiables. Quelquefois, en particulier sur les graphiques à barres, il y a toutes sortes d'autres informations qui ne figurent pas. Vous essayez de comparer deux barres, et peut-être qu'elles sont vraiment séparées, ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans l'arrière-plan. Donc, tous ces graphiques montrent différentes considérations. C'est pour ça que vous voulez regarder la totalité de ce qui vous est montré. Il y a des lignes qui montent. Est-ce que la plupart des lignes montent? Est-ce que la plupart des lignes descendent, etc. Voyez l'image générale? Que diriez-vous, Jeannette? Oui, je pense que c'est important vraiment pour plusieurs raisons. Vous devez réaliser que le nombre de gens qui sont dans un essai clinique fait une différence. Vous pouvez voir, peut-être dans un essai clinique, vous avez 15 personnes. Dans un autre, vous avez 50 personnes. Vous passez à la phase 2 et puis tout d'un coup, il y a davantage de personnes. Donc, en tant que patient, lorsqu'il a été découvert que j'étais positive, les essais ROS1 étaient bons. Je savais que le médicament avait déjà été approuvé pour les patients de cancer. J'étais heureuse de suivre cet essai clinique. Je pensais que cela valait la peine pour moi. Mais il y a d'autres situations où vous n'avez pas suffisamment de données et donc peut-être que le graphique est attrayant, mais il est trop tôt pour vraiment savoir. Voilà. Vous pouvez voir ici, par exemple, sur 18 patients, première phase, ensuite 7 patients et ensuite 31 patients, qui est un meilleur chiffre. Mais les chiffres sont importants. Lorsqu'un essai clinique commence, eh bien, la période d'inscription continue jusqu'à ce que nous ayons le nombre prédéterminé de patients dont nous avons besoin pour que la statistique ait du sens. Nous voulons nous assurer que nous collectons suffisamment de données pour évaluer les questions qui sont posées. Donc, il y a des analyses statistiques complexes qui vous indiquent combien de patients vous avez besoin d'avoir dans une étude. C'est pourquoi il y a des gens qui ne font rien d'autre que d'étudier les statistiques. Et en ce moment, avec COVID, il y en a plus que jamais. Nous avons des gens très talentueux qui nous aident à déterminer, basé sur cette question que nous posons, nous avons besoin de combien de patients? Cela va au-delà de l'étendue de la portée de ce séminaire, de ce webinaire. Donc, le nombre de patients est important. Lorsque vous avez très peu de patients, il faut prendre les résultats avec un grain de sel. Je regrette que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais nous n'avons pratiquement plus de temps. Là, vous voulez faire une déclaration? Oui, je veux vous remercier pour cette occasion. Je suis très heureuse de voir le nombre de participants. Encore une fois, je réalise que cela peut être intimidant, cela peut vraiment vous faire peur de voir tous ces graphiques qui sont liés à quelque chose d'aussi important que le cancer et la vie, des vies. Mais nous voulons vraiment prendre avantage, tirer profit des résultats de toutes ces analyses.
Et nous avons des gens qui sont ici, qui sont prêts à vous prendre la main et vous aider à naviguer ces eaux boueuses. Et encore, nos meilleurs souhaits. Voilà, notre temps est écoulé. Merci Amy de vous être jointe à nous aujourd'hui. Merci à notre audience.